Être un état des lieux des questions de transition et de transformation des territoires de montagne. Juste un petit mot avant, on a appelé cet événement, vous l'avez peut-être vu, Où atterrir. Alors certains connaissent peut-être Bruno Latour, d'autres pas. Donc Où atterrir, c'est le nom d'un livre écrit par Bruno Latour, qui est un sociologue, anthropologue, philosophe français, qui est décédé en 2022. Qui est peu connu, mais qui est considéré comme l'un des plus grands penseurs français de notre temps. Et Bruno Latour, il a fait ce constat-là, alors on ne va pas vous parler, sauf dans la partie adaptation du massif au changement climatique, on ne va pas vous donner tout ce que vous savez déjà sur l'augmentation des températures, les limites planétaires, etc. Mais on voulait quand même mettre ce temps sous, j'allais dire, l'aune d'un constat qui n'est pas très joyeux, qui est qu'aujourd'hui, on a un système et des conditions de vie sur Terre qui commencent à être remises en question. Donc on ne parle pas juste de petits ajustements à la marge. Voilà, donc c'est pour remettre aussi en perspective ces éléments-là. Et Bruno Latour, il a fait ce constat-là, et il l'a posé, et il est parti, il l'a structuré autour de trois grands éléments, que sont l'explosion des inégalités, la dérégulation des systèmes socio-économiques, avec notamment les effets de la mondialisation que nous subissons évidemment tous aujourd'hui. Alors on a un constat aujourd'hui qui est que déjà globalement, en fait, la transition écologique, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui s'en préoccupent, elle est assez centrale, elle est devenue assez centrale comme thème, comme sujet, et ce qui fait qu'elle génère un certain nombre d'effets en retour. Donc ces effets, ils ne sont pas forcément simples à appréhender, mais on essaye d'avoir des effets on a identifié des effets de différentes natures, notamment tout ce qui est lié à la qualité ou la non-qualité de l'information que l'on reçoit sur ces sujets. On entend beaucoup de choses, parfois contradictoires, c'est difficile d'y voir clair. On a un sujet qui, de par sa nature, et on y reviendra beaucoup, exacerbe les conflits, fait naître des controverses, des conflits. Pourquoi ? Parce que c'est la complexité même à la fois de notre monde et des situations que l'on rencontre qui génère évidemment des visions totalement différentes, que ce soit au point de vue technique, que ce soit même au point de vue de la façon dont on appréhende notre rapport au monde. Et donc, on voit que la transition, elle conduit à recomposer des clivages politiques, voire parfois à générer des contestations réactionnaires. Alors, des contestations réactionnaires de tous horizons, de toutes origines, parfois des citoyens eux-mêmes, parfois des élus, parfois des structures économiques. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... Tout le monde est logé à la même enseigne. Emmanuel, je te passe la parole peut-être pour compléter ce point de vue, sachant qu'on a fait un petit peu le parallèle en fait entre cette situation globale et ce qu'on a observé nous sur la question de la montagne avec les enjeux liés aux stations de ski. Et on s'aperçoit en fait que les stations, c'est un petit peu l'objet qui cristallise toute la question de la transition en montagne. Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonjour à tous. Et il y a la question aussi, cette question du prisme de l'habitabilité, il est très intéressant, on en parle de plus en plus, il est lui-même aussi contesté. Par exemple, il y a un mot qu'on utilise plus souvent dans les territoires, c'est le mot d'attractivité, par exemple, qui est un mot qui est souvent en usage, etc. Et l'habitabilité, moi je dirais, par rapport à ce que dit notamment Latour, c'est que c'est pas simplement je claque des doigts et c'est bon, je vais atterrir dans un milieu habitable. En fait, la vraie question, comme tu le soulignais, c'est de dire comment on prend en charge aussi ce monde qui est aussi tramé de conflits, de divergences de point de vue, tu l'as dit, de vision. Peut-être aussi, on verra ça peut-être à la fin de la journée avec Fiona, de conflits entre des imaginaires, c'est-à-dire que les gens ne voient pas, n'envisagent pas le futur de la même manière. Et donc, il y a une question, à mon avis, qui va tout de suite être associée à où, c'est comment.
Comment on va faire pour atterrir, quelle échelle, quel levier, quel dispositif, qui se colle à ce truc-là, combien, avec qui atterrir, on peut dire aussi, d'une certaine manière. Et effectivement, peut-être qu'on poursuit sur la question des stations. Alors oui, effectivement, avec qui atterrir, on a essayé de voir un petit peu les différents types d'acteurs qui se positionnent, et notamment autour des enjeux liés aux stations de ski. Et on peut déjà identifier des acteurs qui, aujourd'hui, font persister ce modèle, qui souhaitent le maintenir le plus longtemps possible, parce que c'est un modèle économique, alors on peut le critiquer, bien sûr, mais il existe, il fait vivre du monde en montagne, et il génère des profits, il génère aussi des pertes de différentes natures, on va le voir, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, et notamment évidemment dans les grandes stations, on a beaucoup d'investissements qui se déroulent encore, de différentes natures. Donc là, voilà, vous avez un petit panorama évidemment non exhaustif, avec parfois des montants, voilà, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que rien que sur la diapositive, il doit y avoir pas loin d'un demi-milliard d'euros d'investissement, j'allais dire, sur le papier, entre guillemets, là dans la montagne en l'occurrence, donc on ne parle pas de petites choses. Et il y a au-delà des gros investissements, en termes d'infrastructure, il y a aussi des investissements considérés d'adaptation ou de maladaptation, selon le point de vue, encore une fois, dans lequel on se situe. Et j'ai trouvé assez symbolique ce qui se passe, ou ce qui est en train de se passer à la station de Saint-Maurice, qui souhaite, de manière à pouvoir pérenniser, en tout cas maintenir le plus longtemps possible son téléphérique, qui va mettre en œuvre un système donc de thermosiphon qui vise à consolider le permafrost qui maintient, qui est situé dans la roche, qui maintient l'arrivée du téléphérique, puisque en raison du réchauffement climatique, ce permafrost fond et donc fragilise les infrastructures des stations. Et donc là, Saint-Maurice va utiliser cette technique qui consiste en fait à injecter du froid dans la roche pour maintenir le gel du permafrost. Voilà. Il y a plein d'autres projets dans lesquels on pourra revenir d'ailleurs après, parce que en fait, là on voit l'angle sous l'angle qu'on appelle citadelle. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux définir en quelques mots ces citadelles. Avec Diego Languard, mes collègues, on a réfléchi sur un peu les stations de ski, si on devait trouver une image la plus simple possible pour distinguer deux modèles. Un modèle qui serait plutôt citadelle, c'est-à-dire je vais être attaché, je vais dépendre de ce modèle, je vais essayer de le maintenir jusqu'au bout, jusqu'à même au moment où là, on ne peut plus le tenir, parce que même pour la neige artificielle, on sait à température positive, c'est problématique. Et la sentinelle, c'est un peu, voilà, c'est l'opposé, on va dire, de la citadelle, c'est celle qui accepte, à un moment donné, d'incorporer le trou. En se disant, il y a une irréversibilité, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, ça ne sera pas totalement comme avant. D'où la question du fait d'apprendre à exister autrement, de gérer aussi ce changement, le changement de transition. Donc du coup, on avait essayé de distinguer ces deux approches-là. Ce que je voulais dire, c'est que ces deux approches, elles sont pas, c'est pas une stigmatisation morale de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'est très très important. Nous, on réfléchit beaucoup en termes d'attachement et de dépendance. Moi, personnellement, une dépendance, c'est ce par quoi je tiens. C'est-à-dire que ce modèle économique, c'est ce qui me rémunère. Si je ne l'ai plus, je ne sais pas comment je vais faire en fait, pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est plutôt une dépendance. Comment je fais pour rembourser un crédit? Voilà, ça c'est une dépendance. Un attachement, c'est ce à quoi je tiens. C'est-à-dire que je peux être attaché à un environnement, pas parce que c'est mon modèle économique, mais parce que c'est le monde du froid. Je pense à une personne en particulier dont le trouble, justement, c'est de perdre progressivement cet attachement au monde du froid. Voilà, de gérer un peu ce changement-là. Donc dans les deux cas, finalement, on parle de dépendance et d'attachement. Et voilà, c'est pas une façon de juger, hein, de donner des bons points aux gentils et aux méchants. Alors rapidement, parce que je pense que si vous êtes là, si vous vous intéressez à l'actualité, vous voyez ce qui se passe au niveau des stations.
Je me suis permis un petit clin d'œil à un ouvrage qui s'appelle Héritage et fermeture, auquel Emmanuel tu as contribué. Héritage, comme l'a dit Emmanuel, il vient de parler d'attachement. On a aussi tout un tas d'infrastructures qui deviennent plus ou moins obsolètes rapidement et dont on hérite et dont il va falloir faire quelque chose. Il y en a qui travaillent, d'autres non. Emmanuel, tout à l'heure, nous parlera peut-être de ce qui est en train de se passer à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il y était encore hier soir. Et puis fermeture, parce que voilà, le fait est que le phénomène s'amplifie, s'accélère même, je dirais. Là, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Vous voyez toute une liste de stations qui sont fermées. Pour la plupart, définitivement. Il y en a certaines chez qui c'est un petit peu un feuilleton à rebondissement. Je parlais de l'Alpe du Grand Cerf, notamment. Mais en tout cas, voilà, il y a des sites qui, d'ores et déjà, se transforment et qui continuent à vivre pour certains. J'ai mentionné Célus ici. Célus, c'était une petite station dans le sud des Hautes-Alpes. Et Romain Barallon, qui est avec nous cet après-midi, pourra peut-être nous en dire 2 mots d'ailleurs, n'hésite pas, de manière à aussi nous expliquer comment finalement ces endroits, on parle beaucoup de stations fantômes, alors c'est un peu un fantasme de journaliste. Il n'y a pas vraiment de station fantôme en France. Il y en a une, c'était Saint-Honoré, parce qu'il y a eu des infrastructures immobilières qui ont été construites et jamais habitées. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de station fantôme. Il y a des stations de ski où les remontées ne fonctionnent plus. Mais le terme de station fantôme est un petit peu exagéré et pas forcément utilisé à bon escient. Et vous voyez qu'il y a un verbatim journalistique qui est au milieu qui dit fin du ski alpin dans une station climatique, toutes les petites stations ferment les unes après les autres. C'est malheureusement une réalité. Et pour beaucoup de petites et moyennes stations, en fait, la fragilité économique, parce qu'elles ferment d'abord pour des raisons économiques, le manque de neige, la raréfaction de la neige est un élément aggravant, un facteur aggravant qui n'est pas nouveau, mais en fait, c'est structurellement que ces petites stations sont le plus souvent déficitaires et pour lesquelles donc les collectivités locales, pour les maintenir, de manière à maintenir une activité, à maintenir des habitants, encore une fois on n'est pas dans le jugement moral, eh bien, contribuent à effacer, j'allais dire, les pertes structurelles de la structure qui exploite les remontées mécaniques. On considère que, en gros, vous avez 80% des stations françaises, il y en a à peu près 250, qui sont des petites et moyennes stations. C'est la règle des 80-20. Et sur ces petites et moyennes stations, au moins la moitié sont structurellement déficitaires depuis de nombreuses années. Je dirais aussi qu'on a parlé tout à l'heure des contestations. Il y a sur certains endroits des collectifs citoyens qui se battent pour lutter contre la fermeture de la station. C'est ce qui se passe à l'Alpe du Grand Cerf. C'est ce qui s'est passé à la petite station de la Sanguille à Faverges-Cételès. J'avance parce qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, on voit qu'il y a certains acteurs qui se mettent en mouvement, et c'est ça aujourd'hui qu'il est important de se partager, parce qu'en fait cette mise en mouvement, elle est réelle, elle est un peu partout, sous différentes formes, elle est parfois un peu dispersée, mais en tout cas, elle existe et elle se renforce, et elle vient à la fois de grands acteurs. On a aujourd'hui des stations comme Tignes, comme les Arcs pour Saint-Maurice, comme Méribel, qui sont entrés véritablement dans des phases de, alors pas encore de transformation de leur modèle, mais en tout cas de réflexion sur ce que peut être un projet de territoire d'ici quelques années. Et puis on a des stations qui ont pris en main véritablement le sujet, dont la fameuse station de Métabier, dans le massif du Jura, qui a décidé, il y a maintenant 5 ans, de fixer une date, et en tout cas d'acter la fin du ski pour elle. C'est-à-dire que son objectif est de maintenir autant que possible son activité, ses infrastructures, mais ne réinvestit plus. Et à un moment donné, c'est autour de 2030, la date précise n'est pas fixée, mais en tout cas, le territoire se met en ordre de marche pour faire en sorte qu'il s'adapte suite à la fermeture de Métabier. Et puis c'est
c'est aussi quelque chose de similaire, alors sous une autre forme, qui est en train de se passer à Saint-Pierre-de-Chapson, mais Emmanuel vous en parlera tout à l'heure. Je finis sur la très forte dynamique citoyenne que j'évoquais juste avant, parce que les initiatives d'avant, les citoyens aussi sont appelés à participer, mais elles sont pilotées par des collectivités, par des territoires, alors que, en parallèle, et c'est pas antinomique, on voit aussi beaucoup d'initiatives proprement citoyennes se créer. Ces initiatives, elles sont soit en lien, en réaction à un nouveau projet d'aménagement de la montagne, pour certaines, mais elles sont aussi, et nous d'ailleurs, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, en force de proposition pour faire émerger des nouveaux projets de territoire, des nouvelles façons d'habiter la montagne. Donc ça, j'en ai cité quelques-uns là, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais ce qui est important, c'est que ces collectifs, en fait, ils sont très engagés dans l'implication citoyenne. Alban nous en parlera, notamment quand elle nous parlera de démocratie participative, mais ce qui est important, c'est que tous ces collectifs mettent en place des écoutes citoyennes, des mécanismes de concertation, des dispositifs d'intelligence collective qui visent à faire co-construire avec l'ensemble des représentants des territoires un nouveau modèle, un nouveau projet pour les territoires. Il y a aussi plein de choses qui se passent autour de la transition énergétique et notamment autour du photovoltaïque. Je vous ai donné quelques exemples de centrales villageoises photovoltaïques qui ont émergé dans les territoires de montagne. Il y en a qui émergent dans tous les territoires. Et en tout cas, c'est très dynamique autour de ces éléments-là aujourd'hui. Je terminerai en citant un projet qui a été mené par le LABEX ITEM, donc c'est un regroupement de laboratoires de recherche qui travaille plus spécifiquement sur les enjeux de territoire, de transition du territoire de montagne, qui a mené ce projet qui s'appelle Transformons. Vous pourrez, la plateforme est en accès libre sur Internet et qui a recensé tout un ensemble d'innovations sociales sur un grand nombre de territoires de montagne. Alors on n'a pas trop le temps de rentrer dans la méthodologie, etc. Mais en tout cas, ça montre que ces territoires de montagne, ils sont très actifs. C'est-à-dire qu'au-delà un petit peu du bruit, on entend du bruit médiatique autour de la question du ski, qui est souvent reprise par les médias, il y a tout un tas d'initiatives qu'on voit malheureusement moins, et qui est important d'avoir en tête, en tout cas de mettre en valeur, et c'est aussi un des enjeux de cet après-midi. Fiona y reviendra avec Emmanuel en fin d'après-midi au sujet de son travail, de tout le travail qu'elle a fait notamment autour de son livre, puisqu'il en recense et il en évoque aussi beaucoup, de manière à illustrer ces autres voies possibles dans la montagne. Donc transformons, vous faites une recherche internet, vous la trouvez, et vous pourrez voir toutes les innovations dans les territoires. Emmanuel, tu veux rajouter un petit mot? C'est parfait, ça respecte le timing. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un temps avant la pause et avant l'intervention de Nézar, mais pour des questions-réponses, est-ce que ça suscite chez vous des questions, des réactions, des commentaires? Moi j'ai un problème avec le mot transition. Oui. Transition, ça veut dire une situation à un moment donné qui est transposée à un autre moment donné. C'est-à-dire qu'on a la connaissance parfaite du moment, du premier moment, et la connaissance du deuxième moment. Je trouve que modification, adaptation, changement sont plus normales. Parce qu'il n'y a aucun moment donné, il se passe, et le futur, on ne connaît absolument pas. Donc, ça serait plus intéressant, parce qu'en plus, là, on est accès sur les sessions aussi. Je connais quand même